pour cette conférence où je ne vais pas vous parler d'un projet terminé et réussi. Je ne vais pas vous présenter une recette magique ou un modèle parfait à reproduire. Je vais plutôt vous parler d'un travail en construction, d'un cheminement, d'un travail que je vis de l'intérieur en tant que professionnelle de la culture au sein d'une équipe. Un travail que je vis parfois avec enthousiasme, parfois avec plus de frustration, mais avec la volonté, celle de rendre un lieu culturel, le Cube Garges, accessible à toutes et à tous. Et pour ça, comme je disais, c'est un travail de longue haleine au quotidien qui parfois fait se questionner, apprendre, tester des choses pour voir justement les choses petit à petit se transformer. Donc, je m'appelle Mélissande Préguissa, je suis chef de projet accessibilité et inclusion au Cube Garges, à Garges-les-Gonesse. Alors, si je veux vous présenter le Cube Garges de façon corporate, je pourrais vous le présenter comme un pôle d'innovation, comme un pôle culturel d'innovation pluridisciplinaire, axé sur le renouveau créatif, incarnant une réflexion sur les enjeux sociétaux au travers de nouvelles formes artistiques, pratiques créatives et formations au numérique. Alors, autant vous dire que c'est pas spécialement comme ça que je le présente à des personnes travaillant dans des structures médico-sociales qui ont bien accepté de me rencontrer et de m'accorder 1 heure de leur temps entre la réunion de service, le rendez-vous à la MDPH, et qui se disent que de toute façon, je suis bien gentille avec mes propositions d'activités culturelles, mais que de toute façon, il n'y a pas de budget, pas de transport pour sortir tout un groupe, et pas assez d'éducateurs ou d'éducatrices pour en envoyer en les murs. Quand je leur présente le Cube Garges, je préfère tout simplement le présenter comme le lieu qu'il est, un grand lieu qui regroupe tous les équipements culturels de la ville au même endroit. Un lieu dans lequel je peux assister à un spectacle de cirque acrobatique avec des jeux de lumière, que je peux ensuite aller assister à une projection de court-métrage sur les jeux vidéo et l'intelligence artificielle, et qu'ensuite je pourrais aller prendre un cours de comédie musicale dans les salles de danse, et puis aller créer mon porte-clés personnalisé au Fab Lab avec l'imprimante 3D. C'est tout ça qu'on peut faire au Cube Garges. Maintenant que je vous ai présenté le lieu, il faut que je vous présente aussi le territoire dans lequel on agit, la ville de Garges-les-Gonesse, donc dans l'est du Val d'Oise. Garges-les-Gonesse, c'est une ville très riche de son dynamisme et de ses habitants. C'est une ville dans laquelle la moitié de la population a moins de 30 ans. Une ville dans laquelle un foyer sur 2 vit en dessous du seuil de pauvreté. Pour ces raisons, c'est une ville dans laquelle la majorité des parcours rencontrent des difficultés dans l'accès à la culture, à l'emploi, à la formation. C'est une ville aussi qui est riche de sa diversité, avec une 60aine de langues parlées au travers des différentes communautés. Et donc pour toutes ces raisons, la mission du Cube, elle est essentielle pour faire en sorte que les publics de cette ville se sentent légitimes, accueillis et concernés. Et donc quand on parle d'accessibilité et d'inclusion, avec tous ces enjeux en tête, en fait, on se rend vite compte qu'on ne parle pas que d'un aspect technique, de rampe d'accès ou de boucle magnétique. On doit prendre l'accessibilité et l'inclusion dans une démarche beaucoup plus globale, pour faire en sorte que les publics qui passent le pas de la porte puissent se dire « ce lieu, il est aussi pour moi ». Maintenant que je vous ai présenté un petit peu le Cube Garges, je voudrais revenir un peu et vous parler de comment j'en suis arrivée à travailler sur les questions d'accessibilité et d'inclusion. Quand je commençais dans la vie professionnelle, j'ai eu l'opportunité de faire un service civique à l'hôpital Necker, au service des actions culturelles.
Ma mission, c'était donc de coordonner des actions culturelles dans les services de l'hôpital. Ça m'a permis de côtoyer des petites associations d'artistes et des plus grands musées parisiens qui proposaient justement des activités. Et le fait de travailler au sein de ce milieu médical, c'est ça qui m'a permis de comprendre ce que ça voulait vraiment dire adapter une proposition culturelle, c'est-à-dire écouter, observer et ajuster de sorte à ce que chacun et chacune puisse participer et profiter à sa manière. Et puis, en 2023, c'est là qu'est apparu le nouveau défi du Cube Garges, avec l'ouverture d'un établissement public de coopération culturelle initié par la ville de Garges et opéré par le Cube. C'était un projet évidemment très motivant. Alors déjà, petite anecdote, très motivant personnellement, puisque c'est aussi dans le département du Val d'Oise que j'ai grandi. Donc j'étais particulièrement fière de voir un lieu comme ça apparaître dans ce département. Et aussi sur les questions d'accessibilité et d'inclusion, c'était justement un tout nouveau projet à écrire, avec tout à mettre en place. Et alors très vite, justement, est apparue la question vertigineuse, par où commencer et comment impliquer toute l'équipe sur ces enjeux-là. Et alors là, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez catastrophique. Je ne sais pas si je peux vous le dire, je ne sais pas si vous êtes prêts à l'entendre, mais la fée de l'accessibilité n'existe pas. Pas de baguette magique, pas de claquement de doigts, pas d'incantation pour transformer les espaces, faire apparaître du matériel et sensibiliser les équipes. Donc, il a fallu commencer par l'action, par des choses très concrètes, de l'action de terrain, c'est-à-dire aller à la rencontre de ceux qui connaissaient déjà le territoire, qui étaient déjà là bien avant nous, qui accompagnaient déjà ces publics et qui, honnêtement, ne nous attendaient pas spécialement. L'objectif, ça a été donc de vraiment comprendre les besoins, les envies, les attentes et surtout les contraintes pour essayer d'arriver à proposer des choses qui s'adaptaient aux différents publics qu'on voulait toucher. Et puis, ensuite, ma collègue Katia a rejoint l'équipe pour justement développer les relations avec les publics du champ social et médico-social. Elle a donc justement travaillé sur cette création de liens de confiance avec les différents partenaires du territoire, notamment avec le service des publics du Val d'Oise et avec le Théâtre du Cristal, le Pôle Arrêt Handicap, avec qui on est très fiers aujourd'hui d'organiser ce temps de rencontre professionnelle et qui ont été assez rapidement de précieux soutiens pour rentrer dans l'écosystème et commencer à monter de beaux projets. On a donc du coup fait des premières actions, comme je disais, assez concrètes. On a proposé des ateliers adaptés qui répondaient à des envies et des intérêts. On a aussi organisé des médiations de nos espaces d'exposition, adaptés également. Ces premières actions, elles ont été très bien accueillies et très motivantes par les retours des publics. Mais je me rendais compte que ça me paraissait encore un peu incomplet. Ces actions, bien qu'elles soient réussies, elles restaient à la marge, relevant plutôt d'opportunités qui se présentaient que d'une vraie vision d'ensemble de la structure. Et on s'est aussi rendu compte assez vite de l'importance de sensibiliser toute l'équipe, notamment après quelques petits loupés, dont un exemple très concret, alors qu'on organisait un festival de films en réalité virtuelle, et que Katia avait justement réussi à solliciter et à motiver plusieurs structures médico-sociales à venir, et bien l'équipe en interne qui organisait ce festival a jugé bon, un peu au dernier moment, de délocaliser le festival qui devait avoir lieu dans une de nos salles de spectacle, où on avait l'habitude de recevoir du public, dans une autre salle, en étage, accessible uniquement en escalier. Alors heureusement que parmi les inscrits à ces différents créneaux de visionnage,
on n'avait personne en fauteuil roulant ou à mobilité très réduite, ce qui n'a pas directement empêché nos publics de participer, mais ce qui montrait de façon assez évidente l'importance de sensibiliser toute l'équipe et pas seulement les personnes en lien direct avec les publics. Et c'est ainsi qu'on a lancé le premier groupe de travail accessibilité. L'objectif de ce groupe de travail, c'était de réunir des personnes des différents pôles. Dans cette équipe, on a à la fois des chargés de programmation en lien avec l'équipe art visuel et numérique, donc en charge des expositions. On a une personne aussi du pôle du spectacle vivant, une personne qui s'occupe de l'accueil des publics et des médiations des expositions. On a notre directeur technique, on a évidemment ma collègue Katia en charge des relations avec les publics et moi-même qui coordonne les différentes activités d'accessibilité et d'inclusion. Donc concrètement, l'objectif de ce groupe de travail pour les premières réunions, c'était principalement déjà de se réunir tous ensemble en même temps et d'échanger sur ces différents sujets, de se faire des retours d'expérience des différents projets, de se tenir au courant déjà des différents projets qu'on menait et du coup assez vite d'identifier ce qui fonctionnait bien et les premiers besoins d'amélioration. On a donc commencé par travailler sur certains documents internes, des tableaux de l'accessibilité et de la programmation pour cibler ce qui était plus ou moins accessible. On a aussi mis en place la page accessibilité du site internet. Mais encore une fois, on était dans la première année d'ouverture, donc avec beaucoup de sujets à traiter pour chacun de nos différents postes. Et donc, avec la réalité qui a été que certaines réunions ont donc été annulées, ou alors tout le monde n'était pas là à toutes les réunions. Ce qui, forcément, fait des petits freins pour la pleine prise en main de ces sujets. Et puis, en septembre 2024, j'ai eu l'occasion de commencer une formation sur ces questions d'accessibilité et d'inclusion, un diplôme universitaire à la chaire Delphine Lévy à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, il s'agissait d'une formation sur 8 mois, à raison d'une demi-journée par semaine, qui se déroulait dans différents lieux culturels et qui réunissait parmi les apprenants et apprenantes des étudiants et des professionnels de la culture. L'objectif, c'était donc aussi de croiser les expériences et de prendre du temps pour échanger ensemble, pour comprendre comment ça se passait dans d'autres structures. C'est pareil, ce qui réussissait et ce qui était plus difficile à mettre en place. Et cette formation, elle m'a apporté quelque chose de très précieux, du recul, du temps pour observer, pour réfléchir, pour analyser, pour sortir un peu de mes propres sujets quotidiens au sein de ma structure. Ça m'a permis aussi d'intégrer un réseau d'autres professionnels de la culture et de se rendre compte que malgré les différences d'échelle, les différences de fonctionnement et de discipline, au final, les enjeux autour de l'accessibilité sont plus ou moins partout les mêmes. Ça m'a aussi permis de me rendre compte, ou plutôt de changer de perspective, de passer du micro au macro, de l'opérationnel au stratégique, et encore une fois de me rendre compte que pour que les choses avancent vraiment, il fallait une vision d'ensemble. C'est comme ça qu'on a relancé le groupe de travail accessibilité en avril dernier, cette fois avec un objectif très clair, établir une feuille de route qui emmènerait vers une direction plus définie avec des objectifs concrets. Toujours en gardant en tête ce que j'ai plus ou moins retenu de ma formation, que l'accessibilité, pour qu'elle soit vraiment efficace en direction des publics, il faut qu'elle imprègne les pratiques internes des institutions culturelles et qu'elle soit donc pensée en amont des projets et pas, comme c'est malheureusement encore trop souvent le cas dans la culture, à la fin, comme une solution en réponse à des problèmes avec les solutions qui restent. Et donc pour justement structurer cette feuille de route qu'on a établie avec ce groupe de travail accessibilité, on a évidemment commencé par faire un état des lieux, faire le bilan des actions, mettre en avant aussi tout ce qui avait fonctionné,
et identifier les axes à retravailler. On a donc identifié 2 axes prioritaires. Le premier, rendre accessible pour toutes et tous les espaces et les expériences, où là, on réunit donc toutes les actions vraiment à destination des publics, enfin, en tout cas directement vers les publics. Et le deuxième axe, intégrer l'accessibilité dans les pratiques internes, c'est-à-dire repenser notre façon de travailler pour que l'accessibilité soit pensée plus en amont. Et donc, je vais vous détailler un peu ces axes. Donc, pour le premier axe, rendre accessible pour toutes et tous les espaces et expériences, l'une des premières recommandations qui est apparue assez vite, c'est d'adapter les espaces pour favoriser un accueil physique inclusif. Et donc ensuite, on s'est posé la question de comment structurer ces recommandations. Et donc, on a d'abord identifié ce qui pouvait être fait assez rapidement, à savoir une liste complète des besoins d'aménagement technique. Et puis ensuite, ce qui demanderait un peu plus de temps. Donc, à moyen terme, identifier une solution pour chaque sujet et élaborer des devis. Et éventuellement, si c'est possible, commencer à faire des premiers travaux en interne. Et sur le plus long terme, demander les travaux qui seront plus conséquents à la ville, puisque faisant partie de la collectivité, on ne peut pas agir directement sur le bâtiment. Et pour le deuxième axe, donc au niveau de nos pratiques internes, là encore, je pense que c'est sans grande surprise, le besoin de former les équipes. Donc assez rapidement, on a imaginé pouvoir faire une sensibilisation auprès de l'équipe entière en réunion qui pourrait être préparée justement par ce groupe de travail accessibilité. Et puis ensuite, il y aura évidemment un travail d'identification, de formation à suivre par toutes les personnes en lien direct avec les publics, principalement les chargés d'accueil et de médiation et les chargés d'animation, qui seront validés évidemment par les managers. Et sur le plus long terme, identifier éventuellement d'autres besoins de formation, peut-être plus spécifiques pour d'autres postes de l'équipe. Et donc en parallèle de ce travail de feuille de route, on a quand même commencé à monter des projets avec des structures partenaires du champ médico-social. Et j'aimerais mettre en avant 2 projets. Le premier, Art en immersion, qui est un projet en partenariat avec la Fondation Culture pour l'enfance et la DAC de Versailles, et qui est à destination des scolaires, et notamment de 2 classes relevant d'un dispositif d'inclusion, type dispositif Ulysse, etc. Donc ce projet qu'on a déjà déployé l'année dernière, et donc c'est une des photos de la restitution de l'année dernière, et qu'on redéploie encore cette année puisque c'est un engagement sur 3 ans, il touche donc une 50aine d'élèves sur une 30aine d'heures réparties au long de l'année. L'objectif, c'est de mettre en lien un artiste, donc là en l'occurrence c'est Dylan Cott pour l'année à venir, avec donc 2 classes de Garges-les-Gonesse, de notre territoire. Et ce qui est intéressant sur la démarche d'inclusion de ce projet, c'est que l'artiste a d'ores et déjà rédigé une note d'adaptabilité dans laquelle il développe la façon dont il a pensé les ateliers de pratique artistique pour s'adapter aux différents besoins des élèves, notamment ceux avec des besoins spécifiques. Le deuxième projet qui va se mener s'appelle Au fil des étoiles et il est soutenu par le département dans le cadre de l'appel à projet Agriculture en partage. Dans ce projet-là, on va mettre en lien un artiste, Amin Abki, avec 2 structures médico-sociales de Garges-les-Gonesse et Sarcelles, accompagnant des adultes en situation de handicap. Là, l'objectif, c'est également des ateliers de pratique créative, cette fois-ci une 100aine d'heures réunies entre les 2 structures, pour créer collectivement une œuvre d'art textile et immersive qui sera ensuite exposée au sein de l'espace d'exposition du Cube Garges. Alors, ce qui est intéressant avec ces 2 projets que j'avais envie de mettre en avant, c'est déjà la démarche de positionner le Cube Garges comme le médiateur qui fait le lien entre structure médico-sociale et artistes.
Et l'autre particularité de ces deux projets, c'est qu'en plus des heures d'atelier de pratique artistique, on propose un parcours pluridisciplinaire qui permettra aux participants d'assister à un spectacle de théâtre, de la programmation, assister aussi à une séance de cinéma et aussi une médiation de nos expositions. Et ce qui nous paraît important en proposant ça, c'est déjà de mettre à contribution toutes les possibilités du Cube Garges, mais surtout de permettre aux participants d'élargir leur horizon et de se nourrir de ce qu'ils vont découvrir dans les différentes activités pour ensuite les mettre à profit dans leur création artistique. Et enfin, un dernier projet que j'aimerais mettre en avant, parce que lui, il a vraiment été porté collectivement par le groupe de travail Accessibilité et Inclusion. Ce sont nos dossiers FALC, en français facile à lire et à comprendre. Un premier dossier qui présente le Cube Garges dans son intégralité, et un deuxième dossier spécifique aux expositions. Et donc pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes de ce projet, il a été identifié assez facilement le besoin d'avoir des supports pour présenter surtout de façon simplifiée ce qu'il était possible de faire au Cube Garges, puisqu'on a un lieu hybride assez particulier qui nécessite parfois d'expliquer de façon simplifiée tout ce qu'il est possible de faire. Et de par aussi l'axe de nos expositions autour de l'art numérique, on aborde parfois des thèmes très spécifiques, très techniques, et parfois aussi très conceptuels, très abstraits. Et donc, il nous paraissait important d'avoir un document pour accompagner et permettre aussi de l'autonomie à nos publics. Donc, on avait identifié ce besoin dès les premiers mois d'ouverture. Mais évidemment, comme je disais, plein d'enjeux à gérer en même temps et pas forcément de budget et de temps pour travailler là-dessus. Et c'est là où intervient toute l'utilité du groupe de travail, puisqu'en 2024, j'ai d'un côté une collègue qui était en stage au Cube et qui commençait à travailler justement sur la rédaction, la mise en page d'un guide pratique. Et de l'autre côté, j'avais une collègue qui avait identifié une opportunité de financement par le Fonds d'accessibilité des œuvres de la DRAC pour justement obtenir un financement pour produire des supports de médiation qui faciliteraient la compréhension des publics. Et donc le groupe de travail a vraiment permis de relier et de mettre ensemble des initiatives qui étaient menées un peu séparément au sein de la même équipe. Et petit à petit, justement, différents collègues de différents pôles ont pu s'impliquer et prendre en main ce sujet des dossiers FALC qui était au final en fait très transverse. Et je dois dire que j'ai ressenti un certain soulagement de voir que le sujet commençait à être pris collectivement et de façon sérieuse, et aussi du coup une fierté de la part de mon équipe. Mais il faut remettre du coup dans le contexte une timeline qui a pris quand même du temps. 2023, on identifie un besoin. 2024, on commence à travailler dessus. Et ce sera là qu'en fin 2025, on recevra vraiment nos livrets FALC en version papier. Alors voilà, pour conclure, ce que j'aimerais qu'on retienne de mon intervention, c'est que je pense vraiment que l'accessibilité, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle soit efficace auprès des publics, elle doit être pensée collectivement. Et qu'il faut surtout être persévérant, qu'il ne faut pas perdre espoir. Si parfois, dans des structures, ça paraît compliqué, on peut se sentir parfois un peu seul, je pense que c'est là justement le rôle d'un référent ou d'un chargé d'accessibilité, c'est d'arriver à impliquer, à motiver ces équipes, à comprendre aussi les enjeux dans les périmètres de poste de chacun et d'arriver petit à petit à proposer des petites initiatives, mais qui permettront de prendre de plus en plus d'ampleur, de montrer que c'est pas si compliqué, que ça a vraiment des bénéfices pour les publics. Et je pense que c'est comme ça que ensemble, on peut arriver à faire une culture partagée de l'accessibilité et non une contrainte isolée. Merci. J'ai essayé de symboliser la feuille de route sous la forme d'une porte très grande ouverte
Donc des deux côtés, les deux axes, donc d'intégrer l'accessibilité dans les pratiques en interne et de rendre accessibles les espaces, les expériences. J'ai essayé là de représenter à quoi ça peut ressembler un accueil inclusif. Sur la première présentation, donc là je voulais montrer l'enjeu territorial du cube. Et enfin, sur la dernière partie, montrer que derrière une présentation simple se cache un travail pluridisciplinaire et qui a demandé de la persévérance.